Chers amis d'Ivoire TV, bonsoir. Dans le cadre des grands interviews, je reçois ce soir M. Kouadio Konabertin, beaucoup plus connu sous le nom de Kakabe. M. Kakabe, bonsoir. Bonsoir. Ici, de passage aux États-Unis, bien sûr, malgré son programme assez chargé, il a bien voulu nous accorder quelques minutes de son temps pour discuter non seulement de sa personne, mais aussi de la politique en Côte d'Ivoire. Monsieur Kakabe, la première question que je voudrais vous poser aujourd'hui, comment vous définissez-vous? Parce que, en fait, cette question, c'est juste pour vous dire que la dernière fois dans votre intervention, au niveau de votre parti politique, certains de vos collaborateurs vous traitent de bandits, certains de vos collaborateurs vous traitent de voyous politiques, et dernièrement, je crois le 30 août dernier, le député, votre collègue de l'hémicycle, Soro Alphonse, a dit que vous souffrez d'une maladie des opposants politiques. Alors aujourd'hui, comment vous traitez-vous? Merci de me donner encore cette autre opportunité pour essayer d'éclairer autant que possible tous ceux qui désirent justement et qui suivent le débat politique ivoirien. Je me définis comme étant simplement un militant du PDC-IRDA. Un militant du PDC-IRDA, j'agis en conformité avec ma seule conscience et dans le seul intérêt de la Côte d'Ivoire, mon pays. Je veux vous dire que ce n'est pas la première fois que je suis traité de bandit et de voyou dans mon propre parti. Au lendemain du coup d'État militaire de 1999, quand une certaine frilosité s'était emparée de tous nos aînés, qui avaient tous renié M. Bédié, je me suis permis, alors que je n'appartenais à aucune structure officielle du parti, de créer un mouvement informel qu'on appelait à l'époque le MNG, le mouvement de la nouvelle génération, pour réclamer donc le retour du président Henri Bédié et nous opposer contre les anciens du parti. J'avais été aussi traité de voyous, de bandits. Mais M. Bédié est revenu d'exil par sa signature, devenu président de la République. Beaucoup sont redevenus ministres, beaucoup construisent leur vie. Ce n'est pas moi qui profite. Donc, chacun est libre de ses jugements. Moi, je suis constant, je suis militant du PDC tout court, et je n'agis pas pour plaire aux individus. J'agis pour plaire au seul peuple souverain de Côte d'Ivoire. Alors, honorable Kakabe, comme vous venez de le dire, en son temps, c'est vous qui avez organisé je crois cette sortie massive des membres du PDCI. Il y avait plus d'1 million de personnes pour réclamer le retour du président Bédié. Mais aujourd'hui, c'est le président Bédié qui vous a rejeté parce que vous êtes allé un peu contre sa philosophie, contre son idéologie. Il vous a rejeté. Quels sont aujourd'hui vos rapports avec le président Bédié? Ben, c'est aussi ça la vie. La vie est ainsi faite que la vérité d'aujourd'hui n'est pas forcément celle de demain. Et puis, il faut se préparer à tout ça. Comme je l'ai dit, il faut que les choses soient situées dans leur contexte. En 2000, tout ce que nous avons fait avec nos amis obéissait à un seul principe. N'oubliez pas que le président Houphouët avait lui-même préparé sa succession par le biais de l'article 11 de la Constitution, qui a profité au président Bédié qui est devenu président. Et donc, c'est ce testament politique d'Houphouët qui a été contesté par les armes. Notre engagement tient essentiellement à un seul fait. J'ai refusé, avec beaucoup d'amis, qu'un pays comme la Côte d'Ivoire, qui se veut un pays civilisé, que l'on s'abonne à assurer l'alternance par les armes. Je ne peux pas accepter que le choix d'Houphouët soit remis en cause par les fusils. Je dis, on s'engage. Nous nous battons pour que M. Bédié vienne. Je n'ai jamais dit que Bédié était l'homme parfait, l'idéal, à qui on n'avait rien à reprocher. Non. Bédié revient, il appartient au seul peuple souverain de Côte d'Ivoire, dans les urnes, eh bien, pour nous dire si oui ou non, il voulait le conserver comme son président. Eh bien, en 2010, nous avons été à des élections, M. Bédié n'a pas été réélu, et lui-même a dit qu'il était à son dernier combat. À partir de ce moment-là, je dis cap sur l'avenir. L'avenir du PDC-IRDA, parce que voyez-vous, les hommes passent, la preuve, il n'est plus. La Côte d'Ivoire demeure et le pays doit demeurer. Je ne me bats pas
pour plaire aux individus, encore une fois je le dis, je me bats pour plaire à un peuple, le peuple souverain de Côte d'Ivoire. Mais malheureusement, votre combat aujourd'hui ne fait pas l'unanimité autour de vous. La preuve, déjà ici aux États-Unis, nous avons vu, j'ai un courrier ici du délégué général du PDCI, M. Robert Seya, qui a appelé tous les membres du PDCI à ne pas assister à la conférence que vous avez eue dernièrement, qui a appelé également tous les délégués généraux du PDCI RDA dans les États-Unis à ne pas participer à cette conférence que vous avez animée la dernière fois. Alors vous aujourd'hui, honorable Kakabé, comment vous vous sentez par rapport, je dirais, à cet homme très controversé que vous êtes? Donnez-moi au monde un combat qui a fait l'unanimité. Même Jésus-Christ, aujourd'hui, je suis heureux de constater que tous les dimanches, nous sommes des milliers qui allons à l'église. Et pourtant, Jésus a été crucifié sur la croix. Aucun combat ne fait l'unanimité. Je n'ai pas la prétention de penser que je détiens la vérité absolue. Il faut qu'il y ait une contradiction. Donc je comprends que rien que pour qu'il y ait la contradiction, qu'il y ait des agissements de ce type-là. Mais je connais le monsieur dont vous parlez et je suis loin de penser qu'il agit dans les intérêts du PDCI RDA. Alors, honorable, aujourd'hui, par rapport à tout ce qui se passe, tout ce que nous entendons, comment voyez-vous l'avenir du RHDP dans la mesure où vous clamez haut et fort sur tous les toits que le PDCI doit présenter un candidat aux élections à venir, aux élections de 2015. Comment voyez-vous aujourd'hui l'avenir du RHDP? Le RHDP n'aura d'avenir que si les individus qui le composent commencent d'abord à respecter ces textes. Et les textes à l'intérieur du RHDP sont clairs qu'au premier tour des élections, chacun des 4 membres qui forment le RHDP a son candidat. En 2010, le RDA a eu son candidat au premier tour, M. Ouattara, M. Bédier pour le PDCI, M. Mabri pour l'UDPCI et M. Anaki pour le MFA. M. Ouattara est venu au second tour. Comme le disent nos textes, les 3 autres ont fait bloc autour de lui pour que M. Ouattara gagne. Ces textes n'ont pas changé. Si nous respectons ces textes, en 2015, le RDA aura son candidat, le PDC aura son candidat, et ainsi de suite pour tous les autres. C'est comme ça seulement que je vois un avenir au RHDP. Mais en dehors de ça, je pense qu'il n'y a pas d'issue. Alors, honorable, c'est les hommes qui font et défont les textes. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, si au niveau du PDCI, il n'y a pas un candidat, on peut se dire, avec toute prétention, que vous serez un candidat indépendant? On ne peut pas faire et défaire les textes pour servir que des intérêts égoïstes. On fait des textes, on peut les défaire pour servir que les intérêts de la communauté ivoirienne. La Côte d'Ivoire a choisi depuis 1990 de revenir au pluralisme politique. Sinon, le père fondateur, Félix Houphouët-Boigny, nous avait tous embarqués dans le parti unique parce que lui, il privilégiait la construction de la nation ivoirienne. Mais depuis 1990, nous sommes revenus au parti unique. On ne peut plus repartir à la pensée unique, aux candidatures uniques. Tout ça appartient au passé. Maintenant, il faut que la démocratie soit. Voilà le combat que nous menons. L'Afrique n'a pas d'avenir en dehors de la démocratie. Est-ce que c'est une démocratie qui est véritablement comprise par les Africains? Nous devons la comprendre, enfin. Et combien de temps ça va mettre aux Africains pour comprendre cette démocratie? Je pensais que M. Ouattara, par exemple, devait être une chance pour la Côte d'Ivoire. Quand on regarde son parcours, directeur général adjoint du FMI, qui était avec vous ici aux États-Unis, après avoir côtoyé ces grandes civilisations, c'est en cela que j'ai pensé qu'il était une chance pour la Côte d'Ivoire. En dehors de cela, je ne pense pas qu'il y ait un autre chemin. Alors, vous pensez qu'aujourd'hui, c'est un regret d'avoir M. Ouattara? Parce que vous parlez un peu au passé. Non, pas du tout. Non, pas du tout. M. Ouattara est président des Ivoiriens. Il fera certainement ce qu'il peut pour la Côte d'Ivoire. L'avenir doit se construire. Et quel est votre mot aujourd'hui sur la réconciliation nationale qui est dirigée par le Premier ministre Konabani? La réconciliation nationale ne peut pas être du fait de M. Charles Konabani. La réconciliation nationale, comme j'ai coutume de le dire, comme Fouet-Médi l'a dit aussi pour la paix, ça ne devrait pas être un vain mot, mais un comportement. Le comportement de chaque citoyen ivoirien, de tous les jours. Nous sommes condamnés de toute façon à aller à la réconciliation. Parce que, unis, rien ne peut nous résister. Or, pour l'instant, il me semble que le peuple de Côte d'Ivoire ne vit plus ensemble. Nous regardons en chien de faïence. Et ce n'est pas comme ça que nous pourrons donc faire face aux vrais défis de la nation ivoirienne. Alors, quel est le sens que nous donnons véritablement à la démocratie aujourd'hui, quand on sait généralement que dans nos coutumes, pour qu'il y ait réconciliation, il faut qu'il y ait 2 combattants.
Il y a un aujourd'hui qui croupit dans les géoles des prisons de la CPI. Et puis il y a un aujourd'hui qui est au pouvoir. Alors, est-ce que véritablement cela donne un sens véritable à la réconciliation? Vous parlez de nos coutumes. Mais est-ce que nous sommes inscrits là, dans le cadre de nos coutumes? Nous sommes dans l'ère de la démocratie et l'on estime qu'il ne doit plus y avoir d'impunité en Côte d'Ivoire. Et je suis d'accord qu'il ne doit plus y avoir d'impunité. Dans ces conditions-là, nous choisissons de régler notre traumatisme, notre problème par la voie de la justice. Il faut alors une justice équitable, juste pour tout le monde. Le président Ouattara lui-même l'a dit que tous ceux qui ont tué seront punis. Il y a eu des morts dans tous les camps. Les Ivoiriens attendent de voir la vérité et qu'on sache qui a tué X ou Y dans tel ou dans tel camp. C'est pour cela que je dis la CPI, les Ivoiriens l'observent, l'Afrique l'observe, elle joue là sa crédibilité. Il faut éviter de donner raison à ceux qui pensent qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on assiste plutôt à une justice des vainqueurs. Alors, honorable, à supposer que, avec tout ce que nous entendons, tout ce que nous voyons, que par la force des choses, vous devenez le président de la République de Côte d'Ivoire demain. Quels seront vos grands chantiers? Nous n'en sommes pas là. Vous savez, moi je suis un soldat. Même perdu, je demeure un soldat. Un soldat qui ne se fatigue jamais. Un soldat, il ne recule pas devant les missions, il ne refuse pas des missions. Je suis militant d'un parti politique qui est structuré, qui est organisé. On ne devient pas président comme ça. Il y a un mécanisme, il y a la convention qui arrive, il y a d'autres rendez-vous. Il y a beaucoup de talents au PDCI-RDA. Nous nous retrouvons à la convention et puis nous déciderons de nous tous celui qui a le meilleur profil pour aller nous ramener le fauteuil présidentiel. Alors, honorable, est-ce que vous pensez à une éventuelle convention du PDCI? On sait que généralement la convention du PDCI a lieu en octobre. Octobre, c'est juste, je dirais, à 2 pas d'ici. Est-ce que vous pensez à une éventuelle convention du PDCI en octobre 2014 pour espérer avoir un candidat pour le PDCI aux élections de 2015? En octobre, ce serait trop juste parce que pour l'instant, aucun signe n'indique qu'en octobre, nous aurons une convention. Mais pour autant, la convention s'impose à nous puisque c'est le seul moyen que nous avons pour désigner un candidat conformément aux vœux du congrès du PDCI-RDA. N'oubliez pas que le congrès lui-même a décidé, en toute liberté et en toute responsabilité, que le PDCI doit avoir un candidat à la présidentielle. La seule chose qui nous reste, c'est une convention pour désigner ce dernier-là, et on ne peut pas non plus contourner la convention. Pourtant, le président Bédié se bat pour une candidature unique, celle du président. Je ne pense pas que M. Bédié se batte pour une candidature unique. M. Bédié, que je connais bien, un homme de parole. Écoutez-moi très bien, M. Bédié a clos le débat sur la candidature. Parce que M. Bédié, à la clôture du congrès, le dernier congrès en tout cas, reprenant les dernières résolutions du congrès, a dit lui-même que le PDCI-RDA ne peut pas ne pas avoir de candidature, de candidat en 2015. Ça veut dire que tous ceux qui spéculent autour de cette question et qui engagent des polémiques inutiles le font à un seul but lucratif. Alors, honorable, on pourrait se poser beaucoup de questions quand il s'agit du président Bédié, parce qu'en ce temps, le président Bédié avait voté une loi au niveau du PDCI-RDA, que l'âge limite pour être président du PDCI-RDA se chiffrait à 75 ans. Et déjà, le 3 octobre 2013, au 12e congrès du PDCI, cette loi est devenue complètement caduque. Et là, il n'y a plus d'âge limite. Alors, est-ce que déjà là, il n'y a pas peut-être, je dirais, sujet à discuter par rapport au propos du président Bédié? Dans quel sens? Dans le sens où vous avez dit tout à l'heure que le président Bédié a dit que le PDCI présenterait un candidat aux élections à venir. Est-ce que là, il n'y a pas un point d'interrogation? Je serais fort surpris qu'au soir de sa vie, M. Bédié apparaisse comme un metteur en scène qui n'ait plus de parole, qui soit crédible. Non, non, ce n'est pas comme ça que je veux qu'on juge le président Bédié, que j'apprécie et que j'aime tant. C'est un homme de parole, c'est un homme de principe. Je reste convaincu qu'il ne peut pas lui-même s'opposer aux actes du Congrès, parce que lui-même est un acte du Congrès. M. Bédié est président du PDCI-RDA par la volonté du Congrès, et donc les autres actes du Congrès doivent être respectés à la lettre. Et je peux vous dire que... Oh, écoutez, on n'en est même plus là. Le PDCI-RDA aura bel et bien son candidat. Vous le disiez avec certitude, avec affirmation. Je le dis avec certitude, parce que croyez-moi, que voulez-vous que nos anciens qui sont encore vivants aillent dire au président Houphouët? N'oubliez pas que chaque génération en Afrique, en Côte d'Ivoire singulièrement,
doit avoir le souci de léguer aux plus jeunes, puisqu'elle a obtenu de ses anciens. Ils ont obtenu, eux, du fouet et de ses compagnons, un PDC puissant qui leur a donné tout dans la vie. Eh bien, écoutez, quand ils vont rejoindre Houphouët-Boigny, il faut qu'ils disent à Houphouët dans quel état ils ont laissé le PDC-IRDA. Vous savez très bien que la présidentielle, c'est la mère de toutes les batailles en politique. Elle a lieu chaque 5 ans dans notre pays. Et c'est autour de la présidentielle que s'articulent toutes les activités d'un parti sérieux. Comment voulez-vous que, pendant 5 ans, nous passions le temps à prendre des risques, à préparer un événement, et puis quand l'événement arrive, on décide de faire autre chose. Et puis, nous avons dû, en application des accords qui nous lient à nos alliés, demander à nos militants de voter en lieu et place de l'éléphant, la case. Vous savez que les Ivoiriens, pour l'instant, sont encore dans une bonne majorité analphabètes. Ils ne votent pas par rapport au nom ou par rapport, je veux dire, aux photos qu'ils voient. C'est surtout le PDC-IRDA. Le signe, c'est l'éléphant. En 2010, vous avez invité vos militants à ne pas voter l'éléphant. On leur a appris à voter la case. En 2015, vous allez encore leur demander d'aller voter la case. Quand ils vont s'habituer à voter la case, dites-moi en quelle année ils vont faire marche arrière pour apprendre à voter à nouveau pour l'éléphant. Eh bien, un parti politique qui refuse d'aller à des élections, il n'a que sa place au cimetière, nous l'a dit le président français, et je ne pense pas que ce soit une façon de nous aimer dans l'Alliance que de souhaiter que nous allions au cimetière. Or, ne pas aller aux élections en 2015, c'est signer l'acte de décès du PDC-IRDA. Alors, honorable, la question qu'on se pose aujourd'hui, est-ce que vous continuez de manger dans les assiettes du président Bédié? Oh, Bédié, c'est un père. Nous mangeons quand nous pouvons, nous nous retrouvons quand nous pouvons au village, à Daoukro. Je dois admettre que ça fait quelque temps que nous ne sommes pas revus, mais il n'y a pas que moi. Bédié, c'est un ancien chef d'État qui a du monde, qui a un agenda, qui a un calendrier, et il ne chôme pas, j'imagine bien. Le jour où nous devons nous voir, nous le verrons. Et je suis convaincu que nous le verrons. Alors, un article aujourd'hui est apparu dans les médias sociaux, et que comme quoi vos sponsors, c'est un peu Georges Ognien, c'est Edjampa, c'est Camille Ali, c'est ceux-là qui vous soutiennent, qui vous poussent devant la scène pour aller un peu contre le président Bédié et pour parler un peu leur langage, qui vous poussent à tout qui vous sponsorise en fait, à tout ce tour du monde que vous faites aujourd'hui. Est-ce que c'est vrai? Ben, ça veut dire au moins que je ne suis pas seul dans le combat que je mène. Et puis vous citez des gens que je n'ai pas vus il y a au moins 2, 3, 4 ans. Le doyen Camille Ali, je pense qu'aujourd'hui, à son âge, il a d'autres chats à fouetter que de venir sponsoriser des batailles de ce genre. Non, c'est pas sérieux tout ça. Je voudrais aussi ajouter, avec tout le respect que je vous dois, Émile Constant Bombé. C'est vrai qu'en Côte d'Ivoire et surtout au PDC-IRDA, il y a comme une... je veux dire... on pense toujours que quelqu'un de mon âge ne peut pas parler de lui-même. Voyez-vous, c'est ça le problème du PDC-IRDA. Si je parle, c'est forcément parce qu'il y a quelqu'un derrière moi. Mais enfin, qui c'est celui-là qui peut être derrière moi jusqu'à ce que je sois moi-même candidat contre le président Bédié au Congrès? On a dit avant le Congrès que j'étais manipulé. J'ai entendu beaucoup de noms. Le président Bédié m'a reçu lui-même pour qu'on aille au consensus. Il me l'a dit, il m'a fait Bertin. J'étais convaincu, moi, que tu étais manipulé par tel ou tel. Il dit, ben maintenant, vous voyez que je suis face à vous. Je suis votre adversaire. Vous êtes candidat, je suis candidat. Je ne suis pas homme à agir sous la dictée de quelqu'un d'autre. J'agis sous la dictée de ma seule conscience, de ce que je crois être bon pour la communauté et surtout pour le PDC-IRDA et la Côte d'Ivoire. Honorable, on se demande bien parce qu'on connaît plus ou moins le salaire d'un député en Côte d'Ivoire. D'où tirez-vous les sources nécessaires et financières pour faire le tour du monde entier? C'est une question d'organisation. Ah oui, seule l'organisation procure des résultats. Vous pensez que M. Obama était le plus riche des Américains au moment où il accédait à la magistrature suprême ici aux États-Unis? Non. Il y a eu des gens qui ont eu foi en lui, qui ont cotisé de l'argent, qui l'ont porté. Eh bien, c'est une question d'organisation et de structuration. Et ceux qui veulent savoir, eh bien, qui viennent me voir. Donc, il y a des gens qui cotisent pour vous pour faire le tour du monde entier. Vous voyez bien que des gens m'ont reçu ici à New York. Ces jeunes gens qui m'ont reçu à New York, je peux vous dire que tout ce que j'ai fait, c'est de payer mon billet. Je suis arrivé depuis l'aéroport, quand ils m'ont accueilli, ils m'ont hébergé. Je n'ai pas dépensé un centime. Ils m'ont nourri. Eh bien, tout ce que je fais ici, le transport, c'est pris en charge par ces jeunes gens. Formidable, que je salue au passage. C'est dans cet esprit-là seulement qu'on peut changer la mentalité en Afrique. Et donc, je ne suis pas seul. Je suis dans une génération, dans un combat de génération, et nous sommes nombreux à porter le combat. Et croyez-moi, c'est juste une question d'organisation. Alors, vous disiez la dernière fois à votre conférence que la Côte d'Ivoire va mal, très mal, et que la Côte d'Ivoire est malade.
Oui. Alors, déjà, le 30 août dernier, votre collègue de l'hémicycle, l'honorable Soro Alphonse, vous a plus ou moins soutenu dans ses propos. Si vous avez aujourd'hui des remèdes pour la Côte d'Ivoire, quelle ordonnance allez-vous prescrire? La première chose que nous devons réussir, c'est la réconciliation. Je ne doute pas des potentialités des uns et des autres à bâtir la Côte d'Ivoire ensemble. Je dis, allons, débarrassons-nous de l'hypocrisie politique, des calculs politiciens, surtout qu'on ne se mette pas à l'esprit qu'on est venu, que c'est notre tour, et puis nous regardons seulement que l'intérêt de l'ensemble des Ivoiriens dans leur composition globale, c'est-à-dire les 60 tribus. Eh bien, il faut faire en sorte que les Ivoiriens n'aient pas le sentiment qu'il y a une tribu qui impose aux autres son hégémonie. Il faut faire en sorte que les Ivoiriens apprennent à vivre ensemble. Une fois qu'on a réussi ce pari, je peux vous dire, pour tout le reste, la Côte d'Ivoire va revenir comme elle était hier. Mais c'est à quel prix il faut réussir ce pari, honorable? Sur le don de soi. Aimer la Côte d'Ivoire. Il y a combien aujourd'hui qui se donnent véritablement, quand on sait que aussi bien au niveau du PDCI qu'au niveau du RDR, il est très difficile de joindre les années. Les portables sont fermés. Votre collègue Soro Alphonse a dit tout à l'heure qu'au niveau du RDR, il a même lancé un appel. Arrêtez avec vos maîtresses, occupez-vous de la base. Je pense que c'est un message qui est bien entendu aussi bien du RDR qu'au niveau du PDCI. Donc à quel prix il faut véritablement arriver à ce but? Je ne dis, vous savez, le dernier slogan du président fondateur, le président Félix Houphouët-Boigny, c'était le don de soi pour sa campagne. Quand on a choisi de faire de la politique, c'est de dire qu'on a choisi de se mettre résolument au service de la communauté. Il faut faire don de sa personne. C'est vrai, la politique, pour ce que je sais, elle procure forcément quelques privilèges selon les postes qu'on occupe. Mais ce n'est pas pour ça qu'on s'engage en politique. On s'engage en politique et c'est véritablement une sorte de sacerdoce. Quand on aime la Côte d'Ivoire, on doit aimer les Ivoiriens. Et on se met à l'idée qu'on est là pour les servir. Une fois qu'on est dans cet état d'esprit, il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas disponible. Et comme Oufoué l'a été, jusqu'au soir de sa vie. Alors, honorable, c'est vrai que vous parcourez tout le monde entier pour faire entendre votre voix. Quelle est la place véritable que vous réservez à la diaspora dans votre programme d'action? Vous savez, du vivant ou du fouet, le président aimait bien envoyer ses enfants faire des études à l'extérieur. Parce qu'Oufouët savait très bien que la clé du succès de la Côte d'Ivoire, c'est d'abord la connaissance. Et Oufouët disait, en tant que, je veux dire, homme politique lucide, que je me bats pour que mes petits-enfants s'asseyent à la même table que ceux des autres pour parler d'égal à égal. Et Oufouët investit beaucoup d'argent dans la formation des Ivoiriens. Mais en le faisant, Oufouët veillait à ce que chaque fois qu'un Ivoirien a pu obtenir des grands diplômes, il venait automatiquement en Côte d'Ivoire pour se mettre au service de la Côte d'Ivoire. Bon, Oufouët n'aimait pas voir ses enfants partir ailleurs. Non, mais aujourd'hui, encore que le pays n'est plus stable, le pays ne connaît plus la paix, les enfants eux-mêmes, la Côte d'Ivoire ne leur offre plus de perspectives d'emploi. Et alors, aujourd'hui, ils sont nombreux à s'expatrier. Ils sont nombreux en Côte d'Ivoire, ils veulent aux États-Unis, ils sont nombreux en Europe. Ils constituent aujourd'hui, à n'en point douter, une force économique mais redoutable et importante qu'il faut structurer, qu'il faut regarder autrement et voir comment, eh bien, on amène cette force-là au profit de la Côte d'Ivoire. C'est pour ça que je suis là. Parce que j'imagine bien que pour ceux des Ivoiriens qui ont passé 30 ans, 40 ans à se frotter aux réalités américaines, à d'autres civilisations ici, vous pouvez certainement influencer positivement les débats en Côte d'Ivoire. C'est comme ça que je vois les choses. Et chacun de vous, vous devez savoir que, quel que soit le séjour du morceau de bois dans la rivière, il ne deviendra jamais caïman. Cette terre qui vous a vu naître, la Côte d'Ivoire, nous avons tous le devoir de lui apporter quelque chose pour son épanouissement. Et chacun de vous, ici, dans la diaspora, ne doit pas attendre seulement qu'on vienne rapatrier son corps demain. Il faut que vous disiez, à vous tous, bien entendu, que vous devez retourner demain pour apporter votre pierre à l'édification d'une Côte d'Ivoire prospère, qui renoue avec ses fondamentaux et qui va reconquérir sa place de leadership dans la sous-région. Voilà la vocation de la Côte d'Ivoire. Et je pense que
La diaspora ivoirienne, elle est aujourd'hui importante. Il faut la regarder autrement, il faut la structurer et faire en sorte de lui donner une place dans le développement de notre pays. Mais honorable, malheureusement, ce n'est pas ce que nous constatons, parce que nous avons des cas échéants. Oui, vrai que le PDCI de demain, eh bien, prendra en compte cette diaspora. Donc le PDCI de demain, c'est vous qui allez réécrire ce PDCI de demain? Évidemment, si ceux qui vont arriver demain m'accordent une certaine place à l'intérieur, je leur dirai que j'ai beaucoup voyagé à l'extérieur. Voici comment je pense qu'il faut regarder la diaspora. Donc on pourrait dire Excellence Kakabé. Oh, vous savez, non, faut pas, les choses ne se décrètent pas comme ça. Moi, je suis chrétien, je suis croyant, et je sais que tout pouvoir provient du Seigneur Dieu. Dieu, lui seul, établit tout pouvoir. Si donc Dieu établit tout pouvoir, je souhaite tout simplement que sa volonté soit faite sur chaque citoyen en Côte d'Ivoire. Un citoyen que vous êtes, qui peut diriger la Côte d'Ivoire de demain? Ce que je sais, on n'est pas forcément le président de la République pour servir un peuple. On peut servir un peuple de plusieurs manières. Croyez-moi que tous les grands footballeurs qui jouent aujourd'hui et qui portent notre couleur orange blanc vert sont des grands serviteurs de la Côte d'Ivoire, des grands ambassadeurs. À tous les niveaux, on peut être utile à son pays. Les militaires également sont utiles. Tout le monde, les instituteurs qui enseignent nos enfants depuis l'école primaire, nos musiciens, ceux qui vont promouvoir notre art, notre culture, eh bien, tout le monde est utile. Faisons en sorte que ce ne soit pas seulement que par la politique qu'on croit pouvoir servir un peuple. Ce n'est pas vrai. On ne peut pas politiser une nation entière. Alors, Excellence, est-ce que vous avez un peu des inquiétudes quant à votre réélection au niveau de Port-Boué? Je n'ai aucune inquiétude. Parce que justement... Qu'est-ce qui vous fait baigner dans cette certitude? Non, parce que je sais d'avance que la politique ou l'élection, c'est un jeu. On y va soit pour gagner, soit pour perdre. Pourquoi diantre, là on s'imagine que la défaite en politique doit être une catastrophe? Non. Il a plu aux Ivoiriens de Port-Boué de faire de moi député. J'ai été heureux pendant les 5 ans. Si demain, il leur plaît de ne plus faire de moi leur député, mais où est le problème? Ce n'est pas la fin du monde. Nous sommes 20 millions d'Ivoiriens. Est-ce que les 20 millions sont députés? Pour autant, ils ne vivent pas les autres. La terre nourrit son homme. Et moi, un Bombaoulé, je sais par excellence que, eh bien, au fouet, vous savez, quand il était même tout-puissant président, la dernière campagne, qu'on demande sa fonction, il est planteur. Bédier, il est planteur. Un Bombaoulé, c'est celui qui finit toujours par être planteur. Mon père me l'a indiqué comme chemin, je me prépare à être planteur. Donc, on pourrait dire Kakabé retour à la terre, si demain vous n'êtes pas réélu député? Je n'attendrai pas de ne pas être réélu pour retourner à la terre. Je peux vous dire d'ores et déjà que j'y suis. Que j'y suis, je m'organise, mais ma réélection à la tête de Port-Boué comme député ne fait l'homme d'aucun doute. Ne fait l'homme d'aucun doute. Je serai réélu député de la commune, la circonscription électorale de Port-Boué. Je ne suis pas candidat ailleurs. Hein. Je ne suis pas candidat à Bobo, je ne suis pas candidat à Djamé, je suis candidat à Port-Boué. Honorable, Et je n'irai pas non plus à Bokanda, parce que je n'aime pas non plus choisir toujours le chemin de la facilité. Je n'irai pas à Lakota, je suis à Port-Boué, je me sens bien là, j'ai décidé de servir les Ivoiriens de Port-Boué, je suis à leur service et je pense que c'est des gens matures. Ils savent aujourd'hui qui est leur député. Vous êtes très confiant parce que vous baignez dans un optimisme béat et que comme quoi la commune de Port-Boué va vous reconduire pour 5 ans au niveau de l'hémicycle. Je ne doute pas de cela parce qu'au fond, bon, parlons d'autre chose. Bon, parlons d'autre chose, comme vous le disiez tout à l'heure. Alors, qui sont vos sponsors? Je voudrais que vous me donniez des noms. Je vous ai posé la question tantôt, mais je vais revenir là-dessus. Qui sont vos sponsors? Honnêtement, je n'en ai pas. S'il y en avait, j'aurais été nombreux. Je vous dis avec la main sur le cœur? La main sur le cœur, je n'ai pas de sponsor. Alors, mais pourquoi est-ce qu'on cite Émile Constant Bombé, Georges Wonier, et Djampan, Camille Ali? D'où viennent ces informations? Alors, quel est le contenu qu'on donne aux mots sponsors, par exemple? Ceux-là qui vous apportent, qui injectent. Vous pensez qu'Émile Constant Bombé est capable de donner de l'argent aujourd'hui à quelqu'un pour faire de la politique? Ça veut dire que vous ne connaissez pas Émile Constant Bombé? Vous pensez que Camille Ali est capable de financer un combat politique? Ça veut dire que vous ne les connaissez pas. Nos anciens ont servi la Côte d'Ivoire. Ils ne se sont pas servis eux-mêmes. Et allez-y les voir, la vie qu'ils mènent aujourd'hui. Camille Ali n'est pas un homme ultra riche
qui peut se permettre de financer un combat politique. Il a juste ce qu'il faut, parce que ses enfants, heureusement, travaillent, mais Émile Constant Bombé, c'est pareil. Depuis le coup d'État de 99, dites-moi quelle est la fonction qu'a occupé Émile Constant Bombé en Côte d'Ivoire. Plus rien. Il est resté assis sur la maison. Parce que simplement, il était ministre de l'Intérieur de M. Harry Konan Bédié. Eh bien, depuis 99, Émile Constant Bombé n'a plus occupé de fonction. D'où tirait lui ses ressources, lui, ancien préfet, pour financer une bataille politique. Ce sont des hallucinations. Ce sont des hallucinations. C'est des grands serviteurs de l'État de Côte d'Ivoire qui en sont aujourd'hui, je vous dis, oui, à se battre pour joindre, pour gérer le quotidien. Et je sais de quoi je parle. Maintenant, si l'on s'imagine que Constant Bombé m'ouvre ses portes pour m'éclairer sur des questions, ben, ça c'est possible, parce que ce sont mes aînés. Quand j'ai besoin de m'instruire sur des questions électives, ben, je vais chez M. Bombé, nous parlons. Quand j'ai besoin de parler du passé du PDCI-RDA, je vais chez Camille Aliali et nous parlons, ainsi de suite. Ainsi de suite. Bon, on dirait aussi que M. Bédié serait mon sponsor, puisque nous nous voyons. La politique n'est pas une science exacte, donc des fois nous pensons que vous êtes aussi sponsorisé par M. Bédié, à partir d'une tierce personne. Non, non, vraiment oubliez ça. Si vous le pensiez, dès ce soir, oubliez ça. Je me bats comme je peux et je souhaite que les jeunes générations comprennent très bien que justement on ne fait pas la politique en tendant la main des sponsors. Moi, je pense, comme les hommes d'affaires qui vous diront que l'argent appelle l'argent, eh bien la politique, eh bien en politique plutôt, la politique génère toujours, l'action politique génère toujours les moyens de son propre financement. Tous ceux qui verront un intérêt dans l'action que je mène, eh bien, apporteront toujours leur appui pour que nous avancions. Alors, honorable, l'une des dernières questions pour cet entretien. Nous savons tous qu'au niveau de l'article 35 de notre Constitution, au regard de l'article 35 de notre Constitution, le président Bédié ne peut pas se présenter aux élections à venir. Je crois que le président Alassane, certainement, ne peut pas se présenter aux élections à venir. Un mot là-dessus. Eh bien, ce sont là les grands problèmes de la Côte d'Ivoire, qui sont en suspens, qui n'ont pas encore trouvé de solution. Avançons et nous verrons bien. Alors, vous pensez qu'on va tripatouiller la Constitution pour que le président Alassane se présente? Je ne suis pas de ceux qui cautionnent les tripates. Chaque fois qu'on tripatouille la Constitution ivoirienne. J'ai mené ce combat au PDCI-RDA et je n'accepterai jamais qu'on tripatouille la Constitution de mon pays. Ben, on va laisser ça laisse à désirer. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'on va voir puisque le président Alassane est candidat. Vous savez, je suis PDCI-RDA. Je sais par contre que mon parti, le PDCI, mes aînés ont estimé à un moment donné que M. Ouattara n'était pas ivoirien. Ça fait couler beaucoup d'encre. M. Ouattara est devenu ivoirien. Honnêtement, comment peut-on convaincre les Ivoiriens et la communauté internationale de ce que quelqu'un a été président d'un pays et au moment de renouveler son mandat, eh bien, il n'est pas ivoirien au de ce pays? Pour moi, c'est un combat qui ne vaut pas la peine. Il faut aller à l'essentiel. L'essentiel, c'est ce qui nous avance, nous fait avancer. Nous fait avancer. Donc, je ne suis pas dans ce genre de combat. M. Ouattara était déjà président. Et il a fait ce qu'il a pu faire. J'estime que mon parti, le PDCI-RDA, peut mieux faire. Peut mieux faire. C'est pourquoi j'appelle de tous mes voeux un candidat du PDCI-RDA pour amener la paix, la concorde et la stabilité et qu'ensemble, on se mette à bâtir notre pays. En fait, je suis avec l'honorable Kakabé. Oui. Voilà, nous sommes en direct sur Ivoire TV. Voilà, donc l'honorable Kakabé, je crois qu'il voudrait avoir un mot avec toi par rapport à ce qui s'est passé la dernière fois. Donc nous sommes en direct sur Ivoire TV maintenant. Tu es en temps, je ne veux pas parler avec lui. Tu n'as pas à me mettre en direct avec lui sans ma permission. Ok, donc parce que je crois que c'est un député ivoirien qui est là, un officiel de la Côte d'Ivoire. Bon, je pense que en tant qu'officiel ivoirien, en tant que membre du parti politique du PDCI, bon, j'aurais bien pensé que c'était nécessaire peut-être que vous ayez un mot. Je dis que tu n'as pas à me
Bon, je pense que la dernière fois quand Soro était là, je crois que le père, il a coupé. Voilà, chers amis d'Ivoire TV, chers amis des grandes interviews, comme vous l'avez constaté tout à l'heure, je voulais mettre en direct le délégué général du PDCI ici à New York avec l'honorable Kakabe, député ivoirien, officiel ivoirien, membre influent de la haute gamme du PDCI-RDA, mais malheureusement, notre délégué officiel CA a refusé d'avoir un mot avec l'honorable Kakabe. Voilà. Bonsoir, dormez bien. C'est ça aussi la politique ivoirienne, c'est ça aussi la politique au sein du PDCI. Mais dans d'autres circonstances, je pense que nos officiels du PDCI ici à New York n'ont pas eu recours à des lettres pour être présents à d'autres événements, malheureusement. Autour de l'honorable Kakabe, ils ont demandé des documents officiels pour être représentés. Sur les médias sociaux, il y a eu une lettre qui a demandé un boycott de la présence de l'honorable Kakabe ici à New York. Bonsoir, dormez bien. Ce n'est que partie remise parce que nous allons les rencontrer et nous allons demander le sens de ce boycott. Bonsoir, dormez bien. C'était Germain Kwasi. Vous l'avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.